Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode de l'année 2025. Je suis en effet restée silencieuse pendant le mois de janvier, j'avais vraiment besoin de me retrouver un petit peu dans ma grotte pour hiberner et puis pour retrouver aussi un peu d'inspiration. Et me voici donc de retour avec un épisode spécial en ce jour de Saint-Valentin. Je reviens pour vous parler d'amour, évidemment. Et cet épisode, je l'ai intitulé « Ce que l'amour m'a appris, 8 clés pour vivre des relations plus harmonieuses ». Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être lu mes lettres d'amour, ces lettres que j'ai partagées entre septembre 2023 et janvier 2024, dans lesquelles je raconte mon parcours amoureux de ces 15 dernières années et plus particulièrement les 5 dernières années écoulées entre 2019 et 2024, pendant lesquelles, séparée de mon compagnon Philippe, j'ai vécu une purge karmique relationnelle, amoureuse très intense. Et c'est finalement, il y a quasiment un an, jour pour jour, que nous nous sommes retrouvés avec Philippe contre toute attente. Voilà, je n'avais vraiment pas imaginé ce scénario, mais voilà, on a retrouvé ensemble le chemin de l'amour et du couple. Et maintenant que voilà, j'ai un peu de recul sur tout ça, j'avais envie de revenir avec vous sur ces apprentissages, ces leçons que j'ai apprises et que j'avais envie de vous partager. Alors la première clé, en tout cas la première leçon que j'ai apprise en termes de relations amoureuses, c'est celle de la patience et du temps long. Alors, c'est vrai que si je peux faire preuve de patience dans certains domaines, clairement, en amour, ça n'a jamais été mon fort. Je peux être quelqu'un de très impulsif, très passionné, très impatiente. Et je me suis vraiment demandé pourquoi j'étais comme ça, avec une Vénus natale en Taureau, qui est quand même un signe plutôt lent, qui aime prendre son temps. Mais en fait, c'est lorsque j'ai découvert que ma Vénus prénatale est en Bélier que j'ai compris du coup ma façon très entreprenante de fonctionner en amour. Et c'est vrai que quand je suis amoureuse, quand je jette mon dévolu sur un homme, j'ai un côté très chasseresse, en mode voilà, je t'aime, je te veux et je t'aurai. Et surtout, il y a toujours eu chez moi ce sentiment d'urgence à vouloir que les choses se vivent et se matérialisent très vite. Et surtout au niveau de l'engagement affectif. Et ce qui s'est passé, c'est que ces 5 dernières années, la vie m'a amenée à rencontrer des personnes qui ont largement révélé cette impatience et surtout derrière cette impatience qui m'ont fait prendre conscience de l'insécurité sous-jacente qui est à l'œuvre en fait. Et donc j'ai dû apprendre cette leçon très saturnienne du temps long et de ses vertus, c'est-à-dire ce temps qui ce temps que j'ai considéré très longtemps comme un empêcheur de tourner en rond, comme un truc qui me cassait vraiment les pieds. Et j'ai fini par comprendre que le temps est plutôt un allié qui permet de construire les bases solides d'une relation, d'observer l'autre dans différentes situations, d'apprendre à se découvrir, à se connaître aussi pour éviter de mettre la charrue avant les bœufs, ce qui est quand même une de mes grandes spécialités.
et de vérifier surtout si la personne nous correspond vraiment. Et ça, c'est vrai que seul le temps peut le dire. Donc il m'a fallu déconstruire cette notion de certitude, hein, ce truc alors qui est très corrélé à la notion de coup de foudre et à mes emballements successifs, en tout cas à ceux que j'ai pu vivre pendant ces 5 années de tribulation amoureuse. Il a vraiment fallu que je déconstruise tout ça et que j'apprenne à respecter les rythmes et les cycles naturels d'une relation qui finalement sont à l'œuvre un peu comme dans la nature. Hein, c'est-à-dire que on va envisager une relation comme une graine qu'on va planter dans une terre. Il faut que cette terre soit fertile. Et puis cette graine, il va falloir l'arroser et la laisser maturer jusqu'à ce qu'elle puisse germer et donner des fleurs ou des fruits. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à accepter. Mais finalement, surtout quand je me retourne aujourd'hui sur tout ce chemin et sur ces 10 dernières années, je me rends compte que le temps et la patience m'ont amené cette tempérance et cette sagesse dont je manquais beaucoup. Et je me rappelle lorsque on s'est retrouvés avec Philippe il y a 1 an, une des premières phrases qu'il m'a dites lorsqu'on a évoqué ce sujet de la patience et du temps qui finalement a été aussi un allié pour nous puisque on a eu 5 ans d'interruption entre les 5 premières années où nous avons vécu une première phase de notre histoire d'amour et puis la deuxième partie qui se déroule aujourd'hui depuis 1 an. Il m'a dit cette phrase que je vous partage et que je trouve d'une infinie sagesse. Il m'a dit « Une patience infinie donne des résultats immédiats ». Je vous laisse méditer là-dessus. La deuxième leçon que j'ai apprise pendant ces années, c'est de passer du potentiel d'une relation à la réalité de la relation. Je m'explique. Ce qui m'a souvent fait trébucher dans ma vie amoureuse, c'est de rester bloquée sur le potentiel d'une relation au lieu de considérer de manière pragmatique et réaliste ce qui est possible de réaliser et de vivre d'une manière très concrète. Par exemple, je me suis retrouvée plusieurs fois avec des personnes, avec des hommes qui semblaient cocher toutes les cases, sauf celle cruciale pour moi de la disponibilité. Et je me suis alors entêtée plus d'une fois à attendre des déclics, des changements qui ne venaient jamais de la part de mes partenaires, tout en essayant de me convaincre que cette relation, elle avait tout pour être géniale, elle avait tout pour être parfaite. Et c'était vrai. Sur le papier, cette personne, elle est formidable. Et je me disais, on ne peut vivre qu'une relation géniale et oufissime. Sauf que dans les faits, c'était laborieux. Et il m'a fallu apprendre à ne pas m'accrocher en fait à des hypothétiques évolutions et à ne plus m'engluer dans des attentes, dans des relations fantasmées, qui étaient le fruit de mes projections. Et il a fallu que je déconstruise là aussi une idée de l'amour idéal pour mieux reconstruire un idéal d'amour sur des bases tangibles, sur des bases réelles, sur ce qui est là, ici et maintenant, et sur ce qui est possible de faire et de vivre avec cette personne, avec là où elle en est, avec là où j'en suis, et avec ce qui est capable de germer, encore une fois, entre nous deux. Donc ça m'a demandé de renoncer parfois à des relations et à des personnes auxquelles je tenais très fort, parce que rêver de quelque chose qui pourrait se vivre et s'accrocher à ça, c'est bien joli, mais il faut aussi savoir revenir à ce fameux principe de réalité. La troisième leçon que j'ai apprise,
c'est que la connexion ne fait pas la relation. Et que la paix vaut mieux que l'intensité dans une relation. Et c'est pas pour ça en fait qu'on s'emmerde. Quand on vit une relation paisible, une relation sereine, ça veut pas forcément dire que c'est ennuyeux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu aussi beaucoup de mal à comprendre et à détricoter. Parce que combien de fois je me suis laissée aveugler par une connexion amoureuse intense, puissante, que j'estimais être en fait le critère ultime pour me lancer dans une relation amoureuse. Et quand je disais non mais c'est tellement fort entre nous, c'est tellement puissant, il se passe un truc de fou, j'ai jamais ressenti ça, c'est un truc de dingue, cette connexion. Bon, aujourd'hui j'ai vraiment appris à me méfier de ce genre de phrases et de ce genre de ressenti. Alors ça veut pas dire que la connexion effectivement elle peut pas être puissante, mais la connexion c'est quoi en fait ? Une connexion à l'autre c'est très subjectif. Et elle peut être bien sûr le résultat de beaucoup de nos projections et de ce que l'autre nous fait ressentir. Et une connexion forte à l'autre, j'ai appris que ce sont avant tout des sensations fortes, des sensations qui nous font nous sentir vivantes, vibrantes, en tout cas en tant que femme, c'est vrai, mais ça peut nous amener aussi à développer une sorte d'addiction à ces sensations fortes. Donc ce truc de la connexion est super forte, super puissante, et quand j'accompagne des femmes aujourd'hui sur ce terrain-là, c'est vraiment quelque chose qui me fait allumer cette petite lumière rouge qui me dit oulala. Alors oui, c'est fort, d'accord, mais c'est pas ça une relation. Une relation, c'est aussi fait de moments où on se sent déconnecté de l'autre. Et la relation, elle va révéler sa solidité, sa validité dans la façon dont chacun des partenaires va être capable de gérer ça, de gérer ce sentiment de déconnexion et comment chacun des partenaires va être capable d'y remédier, en fait, de trouver des solutions pour reconnecter les fils et pour construire une véritable intimité, une intimité profonde, authentique, y compris quand on passe d'une connexion du type j'ai la fibre à une 4G qui rame. Donc ce que j'ai compris aussi, c'est que la connexion, elle peut être unilatérale. Elle peut se vivre aussi avec plein de gens. Il peut y avoir plein de personnes avec qui on peut avoir une connexion de dingue. Mais par contre, la relation, elle suppose une réciprocité et une implication dynamique de la part de chacun. Il y a aussi un aspect de cette histoire de connexion que j'ai pu développer et qui pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à lui tout seul. En tout cas, j'ai beaucoup écrit là-dessus. C'est la question des liens d'âme, des liens soit karmiques, des liens d'âme sœur ou des liens gémellaires, qui sont des liens effectivement qui nous prédisposent à des connexions très puissantes avec l'autre. Mais là encore, ça ne garantit pas du tout la qualité ni la pérennité de la relation et encore moins les compétences de chacun à la faire vivre. Donc c'est pas parce que je suis en couple ou en relation avec ma flamme jumelle ou un partenaire avec qui j'ai un lien karmique que la relation elle doit se vivre sur le long terme et que elle est destinée à s'installer. Donc elle est sûrement à vivre, sûrement à éprouver, mais par contre ça ne garantit pas du tout qu'elle soit une relation harmonieuse et épanouissante. La 4e leçon que j'ai apprise, c'est l'art de la cohérence entre les paroles et les actes. Alors moi, je suis quelqu'un de très mental, de très cérébral. J'ai un amour pour les mots, pour
et une fascination pour les personnes et pour les hommes en général qui s'expriment bien, qui sont de grands orateurs. Et j'ai souvent été très séduite par des hommes qui avaient le verbe haut, qui s'exprimaient avec aisance et surtout qui avaient l'art de se vendre. Donc voilà, c'est vrai que ça peut en mettre plein la vue et surtout plein les oreilles, ça vend du rêve, mais souvent c'est beaucoup de bruit pour rien. Donc à l'instar de Dalida, j'ai appris à écouter et surtout à vérifier la congruence entre les belles paroles et les actes qui, je le vois aujourd'hui, traduisent bien plus les sentiments et les intentions d'un potentiel partenaire amoureux que des paroles et des grands discours. Parce que c'est vrai que parler c'est facile, mais agir c'est autre chose. Donc ça c'est vraiment devenu un point de vigilance que j'ai développé malgré moi, hein, parce que ça a été vraiment un apprentissage souffrant et malheureux au départ, mais ça m'a permis de développer vraiment ce point de vigilance au fil du temps et qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, c'est-à-dire de confronter les discours, les prises de position, les promesses, voilà, aux actes qui s'en suivent. Et quelquefois, ça m'a permis de démasquer quelques imposteurs. La 5e leçon, la 5e clé que j'avais envie de vous partager, alors là je vais sûrement enfoncer une porte ouverte, mais je vais vous expliquer comment ça résonne pour moi. C'est que j'ai appris que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Je suis quelqu'un qui a, de par mon éducation, a développé une peur en fait de montrer mes aspérités. Et du fait de, je pense, ma relation aussi à mon père, j'ai appris à me suradapter à l'autre, à devancer, à anticiper les frustrations, les sautes d'humeur, les réactions vives pour ne pas, surtout pas créer de vagues et ne pas créer de conflits. Donc j'ai développé en fait une peur panique du conflit et j'ai eu ce besoin en fait de gommer mes aspérités, de gommer tout ce qui pourrait venir créer un désaccord en fait, ou une contradiction en fait, ou une opposition à l'autre, parce que j'ai eu peur de faire fuir mon partenaire. Et du coup, à trop vouloir être parfaite, être gentille, être conciliante pour préserver l'harmonie de la relation, eh bien, je me suis aperçue que j'obtenais tout le contraire. Soit on se fait grimper dessus, sans mauvais jeu de mots, hein, mais soit on se fait marcher sur les pieds, soit en fait l'autre n'est pas au courant en fait que certaines choses peuvent venir me heurter, que je ne suis pas d'accord, que je n'ai pas les mêmes visions, les mêmes valeurs. Et donc comme je m'évertue, ou je m'évertuais en tout cas souvent à me montrer lisse et à gommer tout ce qui pouvait venir dépasser, eh bien lorsque ça explosait, en fait, l'autre était souvent très surpris et ça pouvait créer beaucoup plus de dégâts et de désordre relationnel que de préserver l'harmonie. Donc il a fallu que j'apprenne à identifier tous ces mécanismes que j'avais hérités de l'enfance et de ma peur en fait de perdre l'amour ou l'affection de l'autre, et qui a été vraiment le socle de mes insécurités, et que je m'exerce petit à petit à me montrer vulnérable, à me montrer imparfaite, à me montrer aussi sur le plan de mon image aussi, pas maquillée, pas forcément apprêtée. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça a été là aussi un apprentissage. Alors, je dirais que je ne suis pas complètement guérie aujourd'hui, mais j'ai la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un qui me sécurise beaucoup à cet endroit-là et où je sens
voilà, que je n'ai vraiment pas besoin d'être parfaite pour obtenir, pour sentir en fait l'amour de l'autre. La 6e clé, c'est comment j'ai réussi à faire la différence entre une relation saine et une relation toxique. Alors là aussi, on pourrait en parler pendant des heures, mais si je devais résumer, je dirais que le principal apprentissage que j'ai fait en la matière, c'est déjà de dédiaboliser les choses. Parce qu'on a souvent tendance à parler des manipulateurs, des pervers narcissiques, des partenaires potentiellement hommes ou femmes, potentiellement toxiques. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment la personne qui est toxique en face de nous, mais c'est la relation, la dynamique relationnelle qui devient toxique. Parce que il y a des relations où, lorsqu'on prend individuellement chacun des partenaires, personne n'est toxique en soi. Bon, même si, évidemment, ça peut exister, il y a effectivement des personnes qui sont câblées de telle manière que elles veulent intentionnellement pas vraiment du bien à l'autre. Ça, je le nie pas et ça existe. Mais je dirais surtout que ce que j'ai appris, c'est que c'est la confrontation en fait d'inconscient à inconscient entre deux personnes qui rend les choses compliquées. Où vont s'installer des choses comme le chantage affectif, la culpabilisation, la jalousie ou des comportements passifs-agressifs qu'on n'a pas d'ordinaire, qu'on ne se connaissait même pas soi-même. Mais en fait, il y a des dynamiques relationnelles et il y a des personnes qui peuvent révéler chez nous le pire. Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, une relation saine, c'est avant tout une relation saine avec soi-même que l'on doit développer et de voir en fait à quel endroit on est déjà toxique pour soi-même. Quand par exemple on confond aimer et souffrir, ou qu'on fait dépendre notre bonheur d'une seule et même personne. Donc je dirais qu'il faut vraiment savoir privilégier les relations qui nous veulent du bien et qui nous font du bien. Et ça commence déjà par se vouloir du bien à soi-même. Et ça, c'est tout un apprentissage. La 7e clé que j'avais envie de vous partager, c'est que durant toutes ces années, j'ai dû apprendre aussi à faire la différence entre mes besoins et mes désirs pour pouvoir construire mon socle de valeurs personnelles et relationnelles. En fait, je me suis aperçue que je ne m'étais jamais vraiment posé la question de c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs et c'est quoi la différence entre les deux. Et en fait, c'est une chose vraiment fondamentale, nécessaire, que je pense tout le monde devrait faire, qui relève de la connaissance de soi, très clairement. Et c'est un vrai travail, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas, c'est une vraie réflexion qui nous permet de mieux nous orienter et de faire des choix éclairés quant à nos partenaires amoureux. Et on ne nous apprend pas à faire ça. On ne nous apprend pas à distinguer nos besoins et nos désirs. Et ce que je désire n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Moi, par exemple, j'ai longtemps fantasmé sur un certain type d'homme qui n'était pas du tout ce qui me convenait. Tant et si bien que je n'étais même pas capable de voir que l'homme qui était à mes côtés était en mesure de combler ces fameux besoins. Mais comme je ne connaissais pas mes besoins, je ne pouvais pas le comprendre. Donc, eh bien, j'ai appris à désirer ce dont j'ai besoin. Et il a fallu que je réfléchisse à ce qui était important pour moi en termes de valeurs relationnelles, comme je le disais, de valeurs personnelles aussi, comme par exemple l'harmonie, la réciprocité, le partage, et à me poser la question de quel type de relation, quel type d'engagement j'aspire vraiment à la lumière
de ses désirs et de ses besoins et de la distinction entre les deux. Et la 8e et dernière clé que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai cessé de chercher Dieu en l'homme. Alors ça a été la quête de, je dirais, plus de 30 ans de carrière d'amoureuse. Et ma quête d'absolu, en fait, m'a vraiment fait appréhender les relations sous le prisme du mysticisme et d'une aspiration spirituelle très forte à retrouver cet état d'unité perdue que je cherchais à reformer à travers le couple. Et suite à toutes ces années de difficultés relationnelles, j'ai appris là aussi à remettre l'église au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire à reconsidérer l'autre en face de moi dans son humanité imparfaite et à l'aimer comme tel. En fait, j'ai appris à repositionner ma quête spirituelle comme étant une quête intime, une quête personnelle, et à la décorréler de ma quête amoureuse. Ce qui ne m'empêche pas de voir qu'il y a dans l'amour humain le germe de l'amour divin et qu'il y a dans la relation amoureuse quelque chose de sacré. Ça ne m'empêche pas de voir que l'homme en face de moi est un reflet incarné et quotidien de la présence de ce que les soufis appellent le bien-aimé. Et que c'est aussi dans cette simplicité parfois ordinaire entre deux êtres et quotidienne que le divin surgit parfois de manière inopinée à travers une discussion, un regard tendre, une étreinte. Et donc j'ai appris à ne plus faire de l'homme un Dieu, mais à voir le visage de Dieu se refléter dans celui de mon homme et de mon partenaire. Voilà, en résumé, les quelques clés qui, je l'espère, pourront vous être utiles et qui peut-être vont nourrir votre réflexion. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de découvrir plus en profondeur mon cheminement personnel, philosophique et spirituel à travers l'amour et l'énergie vénusienne, et comment incarner tout ça au quotidien avec des clés très concrètes, eh bien j'ai mis pour vous mon programme Parle-moi d'amour, qui est un programme en 12 modules. J'ai mis ce programme en promotion exceptionnelle spéciale Saint-Valentin pour une durée d'1 semaine, donc jusqu'au 21 février 2025. Donc vous pouvez retrouver le programme détaillé et la description de cette formation en description. Je vous mets le lien. Et vous pouvez aussi retrouver tout ça sur mon site internet, bien évidemment, helaneuc.fr. Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le partager, à m'écrire pour me faire vos retours, pour me partager vos histoires aussi. Et j'aime toujours beaucoup vous lire et c'est toujours précieux pour moi d'avoir vos impressions, vos ressentis sur mes partages. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur le thème de l'amour. On se retrouve fin février, ça va être le thème du mois. Et je vous retrouve cette fois-ci avec un invité surprise. Voilà, et j'ai hâte de vous partager ce qu'on est en train de vous concocter. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. À bientôt.